On va commencer à faire la comparaison entre l'échantillonnage aléatoire simple, qui va jouer le rôle d'étalon, puis la méthode du quotient. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la méthode d'estimation par le quotient vous donne des résultats raisonnables? Ben, il faudrait au moins que la relation entre y et x soit linéaire, approximativement linéaire, et puis qu'elle passe par l'origine. Fait que vous vous attendriez en partant que pour que la méthode d'estimation par le quotient soit bonne, la relation entre y et x devrait être quelque chose qui ressemble à ceci. Ça ressemble beaucoup à une méthode d'estimation par la régression si on fixe ou qu'on insiste pour que l'ordonnée à l'origine soit nulle. Mais en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer que les observations xi sont toutes positives et puis qu'elles sont fixes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des variables aléatoires. Il n'y a pas d'incertitude. Les termes d'erreur, maintenant, on va aussi les supposer indépendants les uns des autres, comme on le faisait en général avec la régression. D'espérance 0, alors la moyenne des résidus des erreurs serait nulle. Et la variance, ben, en général, on la suppose comme étant constante, mais ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer que la variance du ième résidu va être proportionnelle à une fonction, une valeur de fonction de la valeur du niveau xi, la valeur de la variable auxiliaire xi. Dans le cas de la régression des moindres carrés, f de xi, ben, c'est la fonction identiquement 1. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est quand est-ce que cette formulation-là va nous donner exactement la solution des moindres carrés. Qu'est-ce qu'on doit dire au sujet de la variance des résidus pour que la solution de l'estimation par le quotient soit exactement la même que la solution qu'on obtiendrait avec la régression au moindre carré. On va faire une transformation. La transformation qu'on va faire, c'est on va diviser yi par la racine carrée de f de xi. Et on fait la même chose pour xi et pour epsilon i. Alors là, on se retrouve avec une nouvelle expression qui relie les variables, mais ce ne sont pas les mêmes variables, ce sont des variables transformées. Et pour ces variables transformées-là, on a une espérance qui est toujours égale à 0. Les xi, on a dit qu'ils étaient fixes, alors ce sont des constantes. Je peux sortir la constante ici, peut-être exactement 0. Puis quand je calcule la variance de mon epsilon i', mon nouveau terme d'erreur, ben, ça serait 1 sur f xi fois la variance d'epsilon i'. Et puis là, ici, fxi s'annulerait, puis je me retrouverais avec une variance constante. Et là, je suis dans la situation du problème des moindres carrés, et on peut obtenir le bêta. Le bêta, c'est le même dans les deux cas, là. Le bêta directement en minimisant la forme quadratique, en minimisant la différence, la somme des différences, du carré des différences. Et puis là, je travaille dans la formulation des primes. Fait que je dois minimiser la somme du carré de la différence entre y' puis bêta xi'. Puis là, ben, ce que j'ai vraiment dans tous les cas, c'est un facteur commun de f xi. Fait que ça ressemble un petit peu à ce que j'ai fait quand je fais la régression puis je trouve mon coefficient. Mais maintenant, je m'intéresse à la dérivée de cette forme quadratique-là qui est un petit peu différente à cause du terme qui est ici. Je calcule la dérivée par rapport à bêta. Ça me fait xi, f de xi, c'est une constante par rapport à bêta, ça ne change pas. Ensuite, j'abaisse le 2 qui est la puissance, qui va être ici. Et puis, je fais la dérivée maintenant de l'intérieur par rapport à bêta, c'est moins 1. Fait que le moins est ici. Puis, je me retrouve avec cette expression-là pour la dérivée de la forme quadratique du problème à résoudre. Ce qui veut dire que je veux
les points critiques ici, je veux déterminer lorsque la somme qui est ici est égale à 0. Elle va être égale à 0 lorsque, et là, je vais mettre tous les termes ici sur un dénominateur commun f de xi. Je me retrouve à faire xi fois yi sur f de xi, moins bêta chapeau xi au carré sur f de xi, fantastique. Puis ça va être égal à 0. Je peux sortir le bêta, je peux sortir distribuer la somme. En tout cas, je fais la simplification ici. Je me retrouve avec mon estimé pour bêta, la valeur de bêta qui va minimiser la forme quadratique ici. Ça va être la somme des xi, yi sur fxi divisé par la somme des xi carrés sur fxi. S'il se trouve que xi sur fxi, c'est une constante, si c'est égal à k, une constante positive, pour tous les points, mais dans ce cas-là, l'estimateur que j'obtiens ici, le bêta chapeau que j'obtiens ici, ça va être exactement l'estimateur du quotient. Les termes vont s'annuler, puis je vais me retrouver avec R. Alors, la variance de Y, le long de la droite, Y est égal à bêta X, ça va être la variance des résidus, des erreurs, XI sigma au carré. C'est ça que j'ai besoin d'avoir pour pouvoir obtenir ici l'estimateur du quotient. XI sigma au carré, parce que je vous rappelle la variance des erreurs, on supposait ici qu'elle ait cette forme-là. Puis ce qu'on a décidé, c'est que si on avait XI sur f de XI, qui est une constante, ben on va avoir l'estimateur du quotient comme solution du problème de régression. Il faudrait entre autres que la variance soit proportionnelle à la valeur de x. Vous allez me dire, qu'est-ce qui est arrivé au k? Ben, le k, on l'a intégré, il a été absorbé dans la variance sigma carré ici. C'est ça qui s'est passé. Fait que si c'est le cas, si la variance des résidus augmente avec la valeur de x, mais qu'elle est proportionnelle là, ben, l'estimateur R du quotient, ça va être exactement la solution des moindres carrés. Puis dans ce cas-là, vous pouvez vous attendre à ce que l'estimation par le quotient donne de bons résultats. C'est pas surprenant, vous estimez la pente, puis lorsqu'on s'éloigne, il y a plus de jeu. On a le même angle, l'angle est constant, si vous voulez, la variance de l'angle va être constante, mais en termes des valeurs correspondantes, il y a un petit peu de variance ici, ça correspond à une plus grosse variance en termes crus. Quand la variance de l'erreur est proportionnelle aux valeurs de x, quand la variance augmente, lorsque x augmente, la variance des erreurs, je veux dire, on a une idée que la méthode du quotient ne serait pas une mauvaise méthode à utiliser. On aurait une bonne estimation. On peut quand même se servir de la méthode de l'estimation par le quotient avec un échantillonnage aléatoire simple Y pour obtenir un estimé, même si c'est pas le cas, même si la variance des erreurs n'est pas égale, n'est pas proportionnelle à la valeur de x. On a déjà déterminé la variance de l'estimateur, hein, la variance de la moyenne de la population mu y chapeau lorsqu'on sert de la méthode du quotient, avec le R, c'est tout simplement la variance d'échantillonnage de R fois mu x. Mu x est une constante, on le sort, ça nous fait mu x au carré fois la variance de R, variance d'échantillonnage. Puis ça, c'est à peu près égal à 1 sur n fois sigma y au carré plus R carré sigma x au carré moins
2R rho sigma x sigma y fois le terme de correction en population finie. C'est une formule qu'on a développée un peu plus tôt. Ben, la partie qui est ici, la partie 1 sur n fois sigma y au carré, puis la partie qui est ici, le terme de correction en population finie, c'est la variance d'échantillonnage de la moyenne empirique pour un échantillonnage aléatoire simple, pour un EAS de taille n minuscule. Alors, je me retrouve avec la situation suivante. La variance d'échantillonnage de l'estimateur de la moyenne en se servant de la méthode du quotient, c'est la variance d'échantillonnage pour la moyenne en se servant d'un EAS de taille n plus une autre composante. Ben, il va se trouver que la variance d'échantillonnage du EAS va être plus grande que la variance d'échantillonnage de la moyenne lorsqu'on utilise la méthode par le quotient, et donc que la méthode d'estimation de la moyenne par le quotient va être plus efficace, va être primée, si et seulement si le terme qui est ici, ce terme-là, il est très négatif, si c'est une valeur négative élevée. Parce que si c'est une valeur négative élevée, on a ça qui va être égal à cette quantité-là moins quelque chose. Fait que plus c'est faible, plus c'est négatif ici, plus la différence entre les deux va être prononcée et plus la variance d'échantillonnage, plus l'estimateur de la moyenne par le quotient va être préférable. Quand est-ce qu'on a R carré sigma carré x moins 2R fois rho sigma x sigma y vraiment plus petit que 0, il faut que la corrélation entre x et y soit beaucoup plus grande que R sigma x sur 2 sigma y. Ou encore, si on remplace R par sa valeur, mu y sur mu x, mu y sigma x sur 2 mu x sigma y. Ou encore, si vous voulez, une demi-fois le coefficient de variation, la variable x, divisé par le coefficient de variation de la variable y. Puis je vous rappelle que ce que c'est la coefficient de variation. Le coefficient de variation, en général, c'est l'écart type divisé par la moyenne.